Donc bonjour à tous. Donc on va pouvoir démarrer tranquillement cette présentation. Donc aujourd'hui on va parler d'IoT et comment démarrer son projet IoT sur AWS. Quelles sont les bonnes pratiques et on verra aussi quelques exemples clients avec des cas d'usage concrets d'IoT sur AWS. Puisque lorsqu'on parle d'IoT, ce qui est important ce sont les cas d'usage derrière. Donc je suis Patrick Madec, je suis architecte solution dans l'équipe partenaire chez AWS depuis presque 2 ans maintenant. Et donc l'agenda que nous allons parcourir aujourd'hui est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons voir quelles sont les étapes clés d'un projet IoT, quelles sont les phases que l'on retrouve généralement chez nos clients. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques à respecter. Vous avez plusieurs ressources qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser pour mener à bien votre projet IoT. Donc on va les parcourir et vous sortirez avec plus d'informations pour bien démarrer. Ensuite, nous verrons plus précisément une étude de cas, deux si nous avons assez de temps, et ensuite une démo sous la forme d'une vidéo que je commenterai en live. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par l'IoT, vous êtes là, donc ça doit être le cas. Vous avez aussi une autre session, la session Industrie 4.0, la robotique, qui sera animée par Xavier Delacour avec un témoignage client de Soitec qui a lieu de 16h à 16h45 en salle 251. Donc passons tout de suite aux étapes clés d'un projet IoT. Mais avant de savoir quelles sont les étapes et ce que l'on va faire, déjà, qui doit participer à un projet IoT? Donc plusieurs acteurs, déjà les décideurs business, ou au moins un décideur business. Pourquoi cela? Tout simplement pour appuyer le projet dès son démarrage et pouvoir parcourir les différentes étapes du projet et avoir vraiment un appui du business là-dessus. Ensuite, un product manager, bien sûr, puisque quand on parle d'IoT, on parle de produit. Un ingénieur embarqué, pour développer tout ce qui est le software embarqué dans l'objet. Un cloud developer, pour la partie plateforme. Un ingénieur des opérations. Et ensuite, un architecte sécurité, puisqu'il faut bien que les objets communiquent de manière sécurisée avec la plateforme cloud. Donc généralement, lorsqu'on retrouve un projet IoT chez nos clients, ce sont ces phases-ci qui sont respectées. Et c'est ça qu'ils mettent en place. Donc tout d'abord, un prototype, ensuite un pilote, une production limitée, puis une production à l'échelle. Mais avant de voir ces étapes de manière détaillée, une chose qui est à retenir et que nous répètent les clients, c'est qu'un projet IoT sans résultat business identifié est un projet scientifique. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de projet scientifique, mais bien de projet IoT. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans un projet IoT, surtout dans les phases de départ, de démarrage, ce qui est important, c'est de bien identifier le résultat business, d'identifier les feedbacks, de positionner les bons KPI, afin d'avoir un résultat business bien identifié et de pouvoir mener le projet IoT à bien. Donc la première phase, les personnes qui sont importantes de mettre en action sont les suivantes. Donc le product manager, le cloud developer, et l'ingénieur système embarqué. Donc des personnes techniques qui vont pouvoir avancer sur la première phase de prototypage. Donc l'objectif, c'est vraiment de valider le résultat business. Donc on va pouvoir lister des cas d'usage et pour chaque cas d'usage, définir le résultat business, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que va apporter le projet et pouvoir identifier le projet que l'on va développer par la suite. Donc généralement sur cette phase de démarrage, on va vouloir aller très vite. Donc on va avoir une flotte d'objets assez limitée, moins de 10 objets. Et le conseil, c'est d'aller très vite, de tendre le plus rapidement possible vers un MVD, donc Minimum Viable Product, Device, pardon, et d'avoir quelque chose à présenter rapidement, qui fonctionne, et sur lequel on peut tirer et avoir le résultat business qui est identifié. Généralement, pour cette phase du projet, on va utiliser un environnement de développement dédié. On ne va pas utiliser l'environnement de prod, bien évidemment. On va créer un environnement, créer le device, connecter le device sur la plateforme et vraiment tester rapidement afin d'avoir un résultat business et un projet identifié dès le départ. En output, donc en sortie de cette phase, ce que l'on veut avoir, c'est l'approbation du business. C'est-à-dire avoir un appui qui nous permette d'aller plus loin. Si dès cette phase-là, aucun acteur du business n'est intéressé par votre projet, évidemment, il ne faut pas poursuivre. Il faut lister de nouveaux cas d'usage et vraiment refaire cette phase de prototypage qui doit aller vite
pour avoir trouvé le projet qui aura une approbation business et qui nous permettra d'aller plus loin. La deuxième phase, c'est la phase du pilote. Donc dans cette phase-là, on va avoir le cloud developer, l'ingénieur des opérations, l'ingénieur embarqué, le product manager et l'architecte sécurité. Donc toute la population technique. Et le but de cette phase, c'est vraiment de tester, se familiariser avec la technologie. Donc cette phase, elle va être un peu plus longue que la phase de prototypage. On va tester, on va se familiariser avec la partie embarquée, avec la partie plateforme. L'architecte sécurité va pouvoir mettre en place toutes les politiques de sécurité liées à l'objet et à sa communication avec la plateforme. Donc là, généralement, on va être sur une flotte d'objets un peu plus conséquente, de 10 à 100 objets, généralement pour des objets qui concernent le grand public, donc de 10 à 100 objets. Si on est dans un environnement industriel, on va tenter, durant cette phase, et c'est vraiment conseillé, c'est un facteur de succès, de répliquer la production, l'environnement de production, de le répliquer dans un environnement dédié à cette phase de pilote, pour pouvoir réaliser des tests qui soient pertinents. Voilà, avoir un résultat qui veuille dire quelque chose, puisque les tests sont faits sur l'image de ce qui est en production. Et le conseil à ce niveau-là, c'est d'itérer, itérer, afin de raffiner le projet et d'identifier vraiment quels vont être les résultats business attendus en fin de projet. Qu'est-ce que doit apporter ce projet IoT? Donc l'output, c'est vraiment un résultat clairement défini. Quels sont les attendus? Une fois cette phase terminée, on va passer en production limitée. Donc ça, c'est la troisième phase qu'on voit généralement, que nos clients appliquent en général. L'objectif de cette phase, c'est vraiment de passer à l'échelle. Donc on n'est pas en production, on n'a pas libéré le projet totalement, mais on va passer à l'échelle, généralement moins de 1000 objets, mais déjà une flotte conséquente sur laquelle on peut avoir un retour d'expérience qui soit concret. Donc si on est dans un environnement industriel, donc imaginons un acteur dans l'industrie qui a plusieurs chaînes de fabrication, plusieurs chaînes de production, on va prendre une des chaînes et déployer le projet sur cette chaîne-là. Donc ça va être notre projet témoin, et on va pouvoir retirer du feedback des KPI de cette chaîne en particulier, et pouvoir mesurer les résultats business qu'on a obtenus avec la mise en place de ce projet IoT sur cette chaîne en particulier. Donc là, un test vraiment réel en production. Donc le conseil, c'est de prendre le feedback. Cette phase-là, c'est vraiment de prendre les feedbacks des personnes qui travaillent sur la chaîne, de savoir est-ce que ça leur apporte quelque chose ou pas. Des personnes au niveau du business, est-ce que les résultats sont au rendez-vous réellement en production. Donc, à l'issue de cette phase, le résultat que l'on attend, c'est un plan de déploiement en production à grande échelle. Donc là, sur cette phase de production à grande échelle, toute l'équipe est mise en action. L'objectif, c'est de délivrer la solution, tout simplement. Donc là, une flotte d'objets illimitée. On libère le projet et on déploie à grande échelle. Ce qui est conseillé dans cette phase-là, étant donné qu'on est sur un environnement de production, c'est d'y aller petit à petit et de déployer de manière progressive pour pouvoir avoir un déploiement et pouvoir suivre le déploiement, monitorer cela pour pouvoir prendre les actions nécessaires si on voit qu'il y a des modifications à faire au niveau du projet, des choses qu'on n'aurait pas détectées en production limitée. L'output ici, bien sûr, c'est de collecter le feedback des utilisateurs. Donc on va avoir un projet qui est en production, on va prendre le feedback et pouvoir penser à la deuxième génération du produit qu'on veut développer. Donc voilà pour les phases, les 4 phases au niveau d'un projet IoT et ce qu'on voit généralement chez nos clients par rapport au projet IoT. Donc une phase de prototypage, une phase de pilote, une production limitée et ensuite une production à grande échelle. Généralement, la validation technique intervient très rapidement dans les premières phases du projet. On voit sur la phase de prototype et de pilote, on va avoir la validation technique qui intervient tout de suite. Donc on a vu que sur la phase de prototypage, c'est vraiment la population technique qui intervient, donc c'est eux qui vont faire cette validation technique. La validation du business peut intervenir sur les 3 phases, mais ça dépend vraiment, est-ce que les acteurs du business font partie du projet dès le départ. Si c'est le cas, cette validation business va être faite très en amont.
Mais si les acteurs du business arrivent sur le projet un peu plus tard, on va avoir une validation business sur la phase de pilote, pourquoi pas sur la phase de production limitée. Mais de toute manière, cette validation business, bien sûr, elle doit être là. En termes de timing, ce que l'on voit, c'est 12 mois pour arriver à la fin de la production limitée. Donc on voit qu'au départ, on va très vite sur la phase de prototypage. On va très vite vers le MVD, Minimum Viable Device, afin de pouvoir échouer. Si jamais on a fait quelque chose, ça ne marche pas, on échoue, mais c'est pas grave, on a échoué rapidement, on peut recommencer. Il n'y a pas de problème. Donc on va aller rapidement sur la phase de prototypage, valider le résultat business, et ensuite les phases de pilote et de production limitée vont prendre plus de temps. Sur la production limitée, si vous vous rappelez, là c'est là qu'on attend, qu'on prend du feedback, qu'on analyse les KPI, donc forcément ça prend plus longtemps, et on déploie à l'échelle, donc ça va être plus long. Sur la phase de pilote, c'est là qu'on teste, qu'on se familiarise avec la technologie, ça prend du temps. Les personnes doivent prendre en main les nouveaux services, les nouvelles technos, et il faut prendre ce temps-là, donc on est plutôt dans l'ordre du mois. Ensuite, on passe, à l'issue de cette année-là, on passe sur la production à l'échelle. Donc, j'aimerais faire un zoom sur la phase de prototypage, et comment on peut faire ça très rapidement, sur 3 jours par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà lister les cas d'usage. Donc, on va lister tous nos cas d'usage, il peut y en avoir une dizaine. Et ensuite, on va directement impliquer une personne du business qui va venir avec nous dès le 2e jour pour valider les cas d'usage. Et de cette phase-là, on va éliminer des cas d'usage qui ne sont pas pertinents. Donc, des cas d'usage qui ne vont pas avoir un résultat business, on va les éliminer directement. Et ensuite, on va créer rapidement un premier prototype pour pouvoir lancer ce projet jusqu'à la phase de production, on l'espère. Donc, les bonnes pratiques par rapport à un projet IoT, donc les ressources qui sont à votre disposition, ce que vous pouvez utiliser, on va les lister dans cette partie bonnes pratiques pour démarrer. Donc vous avez déjà les livres blancs. Il y a une page officielle sur le site AWS avec de nombreux livres blancs et vous en avez 2 qui sont consacrés à l'IoT. Donc un qui est intitulé Designer Metopic MQTT pour AWS IoT Core. Donc AWS IoT Core, c'est un service sur AWS qui permet justement d'offrir une passerelle dans le cloud pour connecter les objets. Donc vous avez un livre blanc qui est dédié à cela, que je vous conseille de lire avant de commencer un projet IoT ou si vous avez déjà commencé. Vous avez un autre livre blanc plus général sur IoT Core et sur comment utiliser, comment mettre en place IoT Core dans votre projet IoT. Donc ça, ce sont des ressources qu'il ne faut pas négliger, elles sont importantes puisqu'elles apportent vraiment les bonnes pratiques pour démarrer et les mettre en place directement. Ensuite, je voulais également faire un focus sur le Well Architected. Donc le Well Architected vraiment a été créé en 2012 et rassemble toutes les bonnes pratiques d'architecture sur AWS. Donc selon 5 piliers. Donc le pilier excellence opérationnelle, sécurité, optimisation des performances, fiabilité et optimisation des coûts. Donc ces 5 piliers sont dans ce document, IoT Lens, et vous permettent d'optimiser votre architecture pour avoir une architecture optimale sur AWS. Donc c'est un livre blanc qui est assez long et qui est complet, que je vous conseille également. Si jamais vous souhaitez vous faire accompagner sur cette phase de design de l'architecture, sachez qu'on a un programme partenaire, AWS Well Architected Partner Programme, qui identifie les partenaires qui ont les compétences pour mettre en place des architectures Well Architected. Et surtout, si vous avez déjà fait une architecture, ces partenaires-là peuvent venir faire des revues Well Architected chez vous. Donc c'est généralement une demi-journée, pendant laquelle ils vont voir avec vous votre architecture afin de la valider selon les 5 piliers. Donc je vous engage à aller voir du côté de ce programme si vous souhaitez faire une revue sur une architecture que vous avez déjà créée et vous souhaitez avoir un feedback d'un partenaire. Ce sont nos partenaires qui délivrent ces revues. La revue est gratuite et ensuite vous pouvez remédier, si jamais il y a des remédiations à faire, avec le partenaire qui a délivré la revue. Une autre source d'information, c'est l'IoT Atlas. Donc c'est un projet open source qui a vu le jour chez AWS, qui est toujours maintenu par AWS. Et cette plateforme contient des designs d'architecture type. C'est-à-dire, on le voit à l'écran ici, si jamais je veux commander des objets, quelle architecture, quel design d'architecture je dois mettre en place. Ce site est totalement agnostique de la plateforme que vous utilisez. Donc ce sont vraiment des principes de design généraux. Et vous pouvez donc
si je veux mettre en place une stratégie pour mettre à jour mes objets, je vais utiliser le design software update. Si je veux connecter des capteurs, quel design je dois mettre en place? Je regarderai sur la partie télémétrie. Donc c'est quelque chose qui est open source. S'il y a un design qui n'est pas présent, vous pouvez contribuer et ajouter votre design. C'est quelque chose qu'on encourage aussi, puisque c'est un projet open source et voilà, qu'on y contribue, on le maintient, mais vous êtes bien sûr les bienvenus pour également contribuer. Ensuite, lorsqu'on se lance sur un projet IoT, ce que l'on remarque, c'est que vraiment de faire appel aux équipes AWS Training, de faire appel à la communauté de partenaires, c'est vraiment vu comme un accélérateur pour votre projet. Un partenaire peut vous accompagner durant une semaine, 2 semaines, 1 mois sur l'IoT et vous allez gagner un temps fou puisque ce partenaire sera compétent déjà sur la plateforme et va vous mettre en place les bonnes pratiques dès le départ. On a aussi les équipes Professional Services qui sont des ressources AWS qui peuvent venir vous accompagner également pour la mise en place de projets IoT. Côté training, quelque chose qui est sorti récemment, donc en fin d'année dernière, c'est l'AWS Training IoT Foundation Series. Donc c'est 7 heures de cours, mais vraiment axé sur des use cases précis. Donc on va retrouver la télémétrie comme use case, le contrôle commande, également la gestion de flotte, puisque lorsqu'on parle d'IoT, c'est très facile de connecter des objets finalement. Ce qui va poser problème, c'est lorsqu'on va avoir 1000, 10 000, 100 000 objets, comment on les manage, comment on les met à jour, comment on s'assure que chaque objet est dans un état compliant avec ce que j'ai défini. Donc il y a également une partie sur cela dans ce cours. Et ensuite, une partie sur la maintenance prédictive, puis des démos sur la télémétrie et le fleet management. Donc je vous conseille cette série qui est vraiment une source d'information importante. Ensuite, concernant les partenaires, la communauté de partenaires AWS, comment identifier le partenaire qui va pouvoir vous accompagner? Donc c'est assez simple finalement, je dirais qu'il y a 2 axes. Il y a l'axe des compétences, les partenaires sont identifiés lorsqu'ils passent des compétences. Donc vous avez la compétence IoT qui existe, un partenaire qui a cette compétence, donc ce tampon d'AWS est capable et est identifié comme capable de vous accompagner dans votre projet IoT. Vous avez également le deuxième axe qui est l'axe Service Delivery Programme. Donc là on va identifier un partenaire qui est compétent sur un service en particulier. Par exemple, un partenaire qui est compétent sur l'IoT Core. C'est la passerelle où on va connecter les objets dans le cloud. Vous pouvez avoir trouvé un partenaire qui est compétent sur ce service en particulier et ça aurait été validé par AWS. Donc si vous cherchez un partenaire pour vous accompagner, vous avez ces 2 liens qui sont dans la présentation. Donc je vous propose maintenant de passer au cas d'usage client. Il faut savoir que sur la plateforme, on a vraiment des cas d'usage et des domaines très variés. On n'a pas un seul type de projets IoT, mais vraiment des projets IoT divers et variés dans différents domaines. Je vais prendre quelques exemples ici sur cette slide. Donc vous voyez Philips. Philips par exemple, c'est un projet dans le domaine médical où ils ont utilisé la plateforme IoT Core et plus particulièrement le service IoT Device Management pour manager toute leur flotte d'objets connectés. Donc leur objectif c'était vraiment de connecter tout un écosystème de machines de différentes marques et de pouvoir les connecter sur leur plateforme, d'agréger toutes ces données sur AWS. Donc ils ont utilisé les services IoT, mais aussi les services de base de données, les services de compute pour créer leur plateforme. Et à la suite de ça, leur objectif business, c'était vraiment de fournir aux médecins une aide au diagnostic. Voilà, de prendre toutes ces informations et de conseiller un médecin de pouvoir l'accompagner dans son diagnostic. Un autre exemple que j'aime particulièrement, c'est l'exemple Yanmar. Donc là, on est dans l'agriculture de précision. Ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé le service AWS Greengrass, qui est une application que vous pouvez télécharger sur AWS et l'installer sur une passerelle localement sur site. C'est une passerelle généralement qui va exécuter, qui va avoir un système d'exploitation Linux. Vous allez installer Greengrass et ensuite vous allez pouvoir faire différentes choses, donc exécuter des fonctions localement, avoir des actions locales, donc déclencher un gyrophare, piloter un équipement. Également faire du machine learning localement, donc pouvoir appeler un modèle de machine learning localement au lieu de remonter dans le cloud pour l'appeler. Ça peut être pratique si vous avez une connexion qui est intermittente. Donc ce qu'ils font, Yanmar, ils observent les cultures dans les serres, donc tout ce qu'on fait, toutes les cultures sous serre. Ils ont placé des caméras
Et ils font des prises d'images sur sur les plantes afin de détecter les différentes phases de croissance des plantes. Et les actions qu'ils prennent derrière, localement toujours, c'est d'optimiser tout l'environnement autour des plantes pour optimiser le rendement de la culture sous serre. Donc ça, c'est un cas d'usage très concret. Ils ont utilisé Greengrass tout simplement parce que les serres ne sont pas forcément les équipements les mieux connectés qu'on peut connaître, puisqu'elles sont situées dans des endroits un peu reculés. Et Greengrass leur permet d'exécuter du machine learning localement et de prendre des actions locales sur les différents équipements. Ensuite, d'autres cas d'usage. On peut retrouver Valmet, ici, qui est une société basée en Europe, et qui fournit des machines pour produire du papier. Donc du papier, ça peut être du papier pour votre imprimante, ça peut être du papier toilette. Et généralement, ils ont ils fournissent des machines qui font jusqu'à 500 mètres de long, avec le papier qui peut aller jusqu'à 100 km/h dans la machine. Et ce qu'ils ont fait, ils ont équipé ces machines de capteurs pour mesurer vraiment tout ce qui se passe au sein de la machine. Et remonter cela sur une application Analytics sur AWS, donc via IoT Core, l'information remonte. Ensuite, dans IoT Analytics, qui est un outil d'analytics comme son nom l'indique sur AWS, ils font des analyses sur la donnée afin de détecter des modèles et pouvoir comparer la production en temps réel à des modèles précédents. Donc ça leur permet d'optimiser la qualité du papier et de pouvoir détecter lorsque quelque chose ne va pas et éviter de perdre de l'argent suite à une mauvaise configuration. Donc ça, c'est un cas d'usage également dans l'industrie. Et donc, ils fournissent leurs machines à différents clients. Ce qui est assez sympa dans ce cas d'usage, c'est qu'ils ont aussi fait une plateforme où les différents clients qui ont acheté leurs machines peuvent comparer les performances de leurs machines sur un portail commun. Ensuite, d'autres cas d'usage, nous avons Enel en Europe, qui est un des plus grands fournisseurs d'énergie en Europe, qui construit sur IoT Greengrass une plateforme de management de l'énergie. Donc leur but, déployer des passerelles localement dans tous leurs points de distribution afin de gérer et d'optimiser la distribution d'énergie. Un autre cas d'usage plutôt grand public également, iRobot. Donc iRobot qui est un client AWS, vous connaissez sûrement le robot, l'aspirateur Roomba. Donc dans sa version la plus évoluée, vous pouvez configurer votre aspirateur via votre téléphone portable. Ce qui se passe, c'est que votre téléphone portable est connecté à AWS. Donc vous setez votre configuration sur votre téléphone portable, cela remonte dans AWS et la configuration est redescendue vers l'objet via notre service IoT Core en MQTT. Donc toutes les configurations redescendent sur l'objet directement. Ce qui est intéressant avec iRobot, c'est qu'ils ont une équipe de moins de 10 personnes pour manager toute la plateforme. Donc ils ont construit sur AWS sur des services managés. Et en termes d'opération pour eux, en termes de charge, c'est suffisamment léger pour avoir une équipe de 10 personnes qui s'occupent de toute cette plateforme. Et pour finir sur un cas d'usage, je voulais finir sur le cas Modjoule que vous retrouvez en bas à gauche. Modjoule, c'est un acteur qui fournit une ceinture connectée pour tous les travailleurs, les ouvriers sur des sites industriels. Le but, c'est de s'assurer que chaque ouvrier est en sécurité à tout instant. Donc la ceinture monitore l'état de santé de la personne, s'il est tombé, s'il n'est pas tombé, son rythme cardiaque, et peut alerter en temps réel les personnes qui monitorent cela pour prendre des actions, pour aller secourir un travailleur isolé. Donc une ceinture connectée qui est faite par Modjoule. Donc les cas d'usage sont assez variés, comme vous pouvez le voir. On retrouve de la maintenance prédictive, des solutions dans le médical, de l'optimisation de la productivité sur les chaînes de production, comme on l'a vu avec Valmet pour tout ce qui est production de papier. On retrouve aussi tout ce qu'on peut appeler Smart City, Smart Building, avec des bâtiments connectés. Vous avez un projet français sur AWS qui est le projet Engie, avec des bâtiments connectés, par exemple. De la maintenance de flotte d'objets, donc gestion d'une importante flotte d'objets. Ça peut être une flotte de véhicules, par exemple. Surveillance de l'efficacité énergétique. On a vu l'exemple du cas d'Enel qui veut optimiser sa distribution d'énergie grâce à l'IoT. Ensuite, des solutions de commerce connecté et des solutions de protection des ressources des outils de fabrication. Donc on voit que les solutions IoT sont complexes et multidimensionnelles. L'objectif d'AWS dans tout ça, c'est vraiment de décomplexifier la mise en place d'une solution IoT.
On voit qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a le nombre d'objets, il y a le nombre de messages qui sont remontés vers la plateforme. Tout ça, le but, c'était de simplifier cela et d'avoir une mise en place qui soit rapide grâce au service AWS. Donc on voit que les différentes phases d'un projet, ce qu'on retrouve comme problématique technique, c'est le provisioning, bien sûr, la connectivité qui doit être sécurisée, l'analyse et la visualisation des données, améliorer l'expérience client sur base de nouvelles applications qu'on va déployer grâce à l'IoT. Et bien sûr, il va y avoir un changement lorsque vous allez déployer une solution IoT, puisque le business va pouvoir s'appuyer là-dessus pour améliorer l'expérience utilisateur, par exemple. Donc, sur chacun de ces axes-là, sur chacun de ces piliers, on va retrouver un service AWS, un ou plusieurs services AWS, qui va fournir, justement, permettre de décomplexifier la mise en place d'une solution. Donc je voudrais du coup vous présenter la plateforme IoT, que vous ayez une vision globale des services qui existent sur la plateforme. Ça prendrait vraiment du temps de rentrer dans le détail de chaque service. Chaque service pourrait avoir sa session dédiée, donc je vais vraiment les parcourir rapidement et n'hésitez pas à venir me retrouver après la session pour en parler d'un service en particulier si vous le souhaitez. Donc on voit l'IoT chez AWS sur 3 piliers. Donc le premier pilier, le device software, donc là on est vraiment sur site, dans l'usine, chez le client qui a son Roomba par exemple. Et le but des services qu'on va retrouver sur ce pilier, c'est comment connecter mes objets et les opérer sur site. Ensuite, le deuxième pilier que l'on retrouve, c'est le pilier Control Services. Donc là c'est vraiment comment contrôler, gérer et sécuriser mes objets. Donc là on va être dans la partie de gestion de flotte d'objets, gestion de la sécurité, identification des shifts de sécurité. J'ai un objet qui s'est fait compromettre, comment je peux réagir, comment je peux le détecter. Et le troisième pilier qu'on va retrouver, c'est le pilier Data Services, avec bien sûr comment extraire la valeur de mes données. J'ai collecté toutes mes données, maintenant je dois les analyser, je dois construire des applications là-dessus. C'est sur ce pilier, ce dernier pilier, qu'on va retrouver les services adéquats. Donc maintenant on peut voir quels sont les services qu'on met en face de chaque pilier. Donc si on part du bas vers le haut, on va retrouver Amazon FreeRTOS. Donc c'est un projet open source qui existe depuis de nombreuses années. C'est le leader des systèmes d'exploitation temps réel pour des objets qui sont de petite taille, qui vont fonctionner généralement sur batterie, donc avec des contraintes au niveau de tout ce qui est consommation d'énergie. On va retrouver par exemple des ampoules connectées, tout ce qui est capteur de pression, capteur d'humidité. Voilà, des objets petits, peu intelligents, mais qui ont besoin quand même d'un OS. Donc là on va retrouver Amazon FreeRTOS qui reprend des librairies permettant de connecter rapidement ces objets sur la plateforme IoT AWS. Ensuite on va retrouver le Device SDK, donc AWS IoT Device SDK. Donc c'est un SDK qui est disponible en plusieurs langages, donc en Java, en C, en C++, en Python, en JavaScript, sur Android, iOS, sur Arduino. Donc c'est un SDK que vous pouvez intégrer directement dans votre programme s'il est déjà développé et bénéficier des différentes fonctionnalités de la plateforme AWS directement pour remonter vos messages vers la plateforme, mais également prendre des actions localement si vous le souhaitez grâce à ce SDK. Et on retrouve IoT Greengrass que je vais vous présenter un peu plus en détail par la suite puisque la démo est sur Greengrass. IoT Greengrass, c'est un logiciel que vous téléchargez sur AWS et que vous allez installé sur votre passerelle, sur votre objet, sur site, généralement sur base Linux. Et ce logiciel va vous permettre de prendre des actions locales, avec des fonctions locales que vous pouvez développer pour, par exemple, aller piloter un équipement, déclencher une alerte localement. Greengrass va également vous permettre d'exécuter des modèles de machine learning, des inférences de modèles de machine learning localement, et va vous permettre de connecter votre objet, votre passerelle, facilement et de manière sécurisée vers IoT Core, qui est la passerelle d'entrée vers le cloud sur l'IoT sur AWS. Ensuite, si on passe au pilier suivant, Control Services, on va retrouver l'IoT Core. Je dirais que c'est la base et c'est vraiment la porte d'entrée du cloud pour les objets IoT. On va pouvoir communiquer en MQTT, donc les objets vont pouvoir remonter leurs données en MQTT, en HTTP, en MQTT over WebSocket, vers la plateforme via IoT Core. Donc dans IoT Core, vous déclarez vos objets. IoT Core est capable de générer clés publiques, clés privées, certificats. Vous prenez ces différents fichiers, vous les mettez sur votre objet et l'objet va être capable directement de communiquer avec IoT Core.
Ensuite, vous avez IoT Device Management. Donc ça, c'est un service clé de la plateforme sur AWS, puisqu'il va vous permettre déjà de déclarer vos objets, de pouvoir faire des recherches directement sur vos objets par état. Donc par exemple, je cherche tous les objets qui sont dans cette version logicielle, qui sont en défaut, qui ne sont pas en défaut. Voilà, j'ai un moteur de recherche directement et je peux sortir le listing de tous les objets qui m'intéressent. Device Management permet aussi de faire de la mise à jour à distance. Donc je peux grouper des objets ensemble et dire dans Device Management, ok, je mets à jour sur cette version logicielle tel groupe d'objets, ou alors tous mes objets, ou alors un seul objet en particulier. Et IoT Device Management va garder cette information, donc vous pourrez rechercher par la suite quels objets sont dans quelle version logicielle. IoT Device Defender, c'est ce dont je parlais auparavant. C'est là que vous allez pouvoir détecter les failles de sécurité. Donc, par exemple, un objet qui a un comportement inhabituel, qui n'est pas compliant avec les règles que vous avez fixées. IoT Device Management, c'est l'outil qui permet justement de vérifier cela par rapport aux règles que vous mettez en place. IoT Things Graph, c'est un service qui est plutôt récent et qui permet justement de créer des applications IoT plus facilement de manière graphique. Donc on va faire du glisser-déposer de modèles d'objets et on va pouvoir connecter ces différents objets entre eux si nécessaire, ou alors les connecter directement à d'autres services AWS pour collecter la donnée, pour enregistrer la donnée en base de données, par exemple. Donc c'est un service qui permet d'aller plus vite. Voilà, on va coder un peu moins pour tout ce qui est, je dirais, des tâches rébarbatives et qu'on peut faire directement avec un glisser-déposer plus simplement. Ensuite, sur la dernière couche, la couche Data Services, on va retrouver IoT Analytics. Donc c'est un service qui est intéressant puisque vous pouvez le connecter à IoT Core. Donc vous recevez votre message sur IoT Core. Vous pouvez dire dans IoT Core, je définis une règle pour aller stocker mes messages dans IoT Analytics. Donc IoT Analytics va stocker tous vos messages puisqu'il contient une base optimisée pour les séries temporelles. Et ensuite, vous allez pouvoir dans IoT Analytics faire des requêtes SQL sur vos données pour pouvoir justement identifier vos données et agréger vos données pour en sortir une valeur. Ça va plus loin puisque vous pouvez aussi retrouver dans IoT Analytics des notebooks qui vous permettent de développer rapidement par exemple un algorithme de machine learning, enfin un modèle de machine learning pardon, pour faire de la maintenance prédictive sur vos données. On a un notebook qui est préconfiguré, directement utilisable pour pouvoir et qui va pouvoir s'adapter à votre cas d'usage pour mettre en place de la maintenance prédictive sur vos données. Donc voilà pour IoT Analytics. Ensuite vous avez Sitewise. Donc Sitewise c'est un service qui s'adresse plutôt à l'industrie. Dans l'industrie on retrouve des protocoles comme le Modbus sur IP, Modbus sur liaison série, OPC UA. Sitewise ça va être pour tous les équipements, toutes les supervisions industrielles qui communiquent en OPC UA. Vous allez pouvoir mettre cette passerelle Sitewise physiquement dans l'usine et la connecter à toutes les sources de données qui communiqueraient et qui offriraient les possibilités de communiquer en OPC. Si vous avez des équipements qui communiquent en Modbus série ou en Modbus IP, la solution ça peut être Sitewise, mais ça peut être également IoT Greengrass qui va pouvoir s'interfacer avec ce genre d'équipement, donc des automates industriels, des supervisions. Vous avez également, pour finir, sur la dernière couche, IoT Events. IoT Events, je dirais que c'est un accélérateur également. Ça permet de connecter tout ce que vous recevez sur IoT Core avec des services AWS, mais de manière plus rapide. Donc vous allez créer rapidement un workflow et pouvoir connecter et des données qui arrivent en direct d'IoT Core et des données qui sont stockées dans IoT Analytics et pouvoir faire le recoupement de ces données dans IoT Events pour déclencher des actions. Donc un service pour aller plus vite encore. Un exemple sur lequel je voulais revenir pour finir sur les cas d'usage, c'est Pentair. Pentair, c'est un acteur qui fournit des systèmes de filtration. Donc ça peut être dans la pisciculture, mais aussi pour ce qui est brasserie de bière. Et donc leurs systèmes de filtration sont installés dans des endroits qui sont moyennement connectés. On va dire qu'on ne peut pas trop se baser sur la connexion et la fiabilité de la connexion Internet. Donc eux ont utilisé Greengrass justement sur leur système de filtration. Ils ont installé Greengrass pour justement pouvoir collecter les données localement même si la liaison internet est perdue. Donc IoT Greengrass va en quelque sorte faire office de cache, il va cacher toutes les données et lorsque la connexion internet est rétablie, remonter les données vers le cloud. Une fois que les données sont dans le cloud, Pentair a développé des modèles de machine learning sur ces nouvelles données
pour optimiser justement les conditions, si on parle de pisciculture, pour optimiser les conditions pour les poissons tout simplement. Donc ces modèles, une fois qu'ils sont développés dans le cloud, on peut les redéployer sur Greengrass localement, donc lorsqu'on a la connexion internet, et le modèle va s'exécuter localement. Le gain business pour le client, c'est tout simplement des poissons en meilleure santé, donc des performances, un élevage optimisé. Ça évite également d'avoir des maladies au niveau des poissons. Et aussi pour Pentair, le gain, donc ça c'est les gains pour les clients, mais pour Pentair, le gain c'est un gain par rapport à leurs actions de maintenance. Pentair va intervenir, mais uniquement quand ils ont détecté qu'il y avait un problème. Ils ne vont pas intervenir comme ils le faisaient peut-être auparavant, c'est-à-dire de manière périodique, mais vraiment intervenir lorsqu'il y a un problème sur un système. Donc ils ont des gains également à ce niveau-là. Donc on va passer maintenant à la démo. Donc comme je vous le disais, c'est une démo de Greengrass, et plus particulièrement de la fonctionnalité de machine learning de Greengrass. C'est-à-dire dans cette démo, j'ai déployé un Greengrass, donc installé Greengrass sur un Raspberry Pi. Raspberry Pi équipé d'une caméra, puisque ça va être un modèle de détection d'objets. Et donc sur cette l'architecture qui est déployée est la suivante. Sur le Raspberry, donc, on va retrouver un Greengrass IoT qui va exécuter des inférences de machine learning localement. C'est-à-dire que tous les objets qui vont être positionnés devant la caméra vont être reconnus par le modèle de machine learning localement. Et le résultat de l'appel à l'inférence, donc par exemple j'ai détecté tel objet, va être remonté vers l'IoT Core directement. C'est-à-dire que l'image que je prends localement, je ne la remonte pas vers le cloud pour détecter ce qu'il y a dans mon image. Je fais mon exécution de machine learning localement et je remonte uniquement le résultat. Donc j'ai bien sûr une plus faible latence. Si j'ai une connexion internet qui est très peu fiable, je peux quand même avoir un système fonctionnel localement. Donc c'est des cas d'usage qui peuvent arriver plutôt régulièrement. Donc j'ai fait une vidéo par rapport à cette démo que je vais commenter en live, et ensuite si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après la session pour en discuter. Donc là je suis sur la console AWS et donc je me dirige vers l'IoT Core qui est le portail IoT sur AWS. Là on peut voir sur la page d'accueil d'IoT Core, on retrouve tout ce qui est métrique, donc le nombre de connexions, le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre d'échecs, quel protocole a été utilisé. Pour installer Greengrass, il faut aller dans la partie software. Et ensuite, on va retrouver différents logiciels. Celui qui m'intéressait, c'était donc IoT Greengrass. Et ma plateforme, c'était un Raspberry Pi. Donc j'ai tout simplement sélectionné le logiciel, téléchargé le logiciel et installé ce logiciel sur la Raspberry Pi. Donc ça, c'est plutôt simple. Ensuite, on retrouve l'IoT SDK dont je parlais tout à l'heure, qui peut être intégré dans votre programme en Python ou d'autres langages. Et pour la partie machine learning, j'utilise MXNet pour Raspberry Pi. Donc j'ai téléchargé également MXNet pour l'installer localement, le runtime MXNet pour l'installer localement sur la Raspberry Pi. Donc la première chose à faire sur Greengrass, c'est de configurer, une fois que ça a été installé, de configurer ce qu'on appelle le core, donc le cœur Greengrass. Donc là j'en ai configuré un, c'est le groupe 01 core. Et donc lorsque je vais dans la console pour accéder à mon cœur, je peux aller dans la partie connectivité et là je retrouve par exemple l'adresse IP locale de mon équipement. Donc je peux voir si mon équipement est bien connecté à mon réseau, etc. Ensuite, lorsque j'ai un corps qui a été déclaré, je vais pouvoir créer un groupe cette fois-ci. Donc un groupe, c'est un groupe de ressources. Donc dans ce groupe de ressources, je vais bien sûr retrouver le corps que j'ai déclaré précédemment et qui correspond à mon Raspberry Pi. Donc on retrouve les mêmes informations de connectivité, mais en y accédant via le groupe. Et ensuite, on va retrouver Lambda également. Donc Lambda, c'est le service c'est le function as a service sur AWS. Donc c'est une fonction. Tout simplement, vous amenez votre code et ce code va être exécuté de manière événementielle. Donc là, j'ai déclaré une ressource de type Lambda, donc une fonction. Le but de cette fonction, ça va être d'appeler mon modèle de machine learning localement. Donc là, on retrouve toute la configuration que j'ai faite au niveau de cette fonction. C'est assez simple. J'ai défini quel était l'utilisateur et le groupe Linux qu'allait utiliser ma fonction. Ma fonction, j'ai décidé qu'elle allait être déployée dans un container
localement sur mon Raspberry Pi dans Greengrass. J'ai également dit que cette fonction n'allait pas s'exécuter de manière événementielle, mais je voulais qu'elle s'exécute en permanence. Donc en permanence, je vais pouvoir appeler mon modèle de machine learning pour faire des prédictions de manière locale. Si je veux accéder au code de cette lambda, je clique tout simplement pour accéder à la console lambda, donc sur AWS, pour accéder vraiment au code. Et si je veux charger un code différent ou modifier ma fonction et la redéployer sur mon Raspberry Pi, je peux le faire directement d'ici. Donc ici, c'est une fonction qui est en Python. Elle n'apparaît pas sur la console, le code n'apparaît pas directement sur la console, mais j'ai chargé ce code-là, ces fichiers-là, avec un script Python tout simplement. Et ce code-là, donc tous ces fichiers, je ne les ai pas créés moi-même, c'est MXNet quand je l'ai installé sur le Raspberry Pi qui m'a généré ce groupe de fichiers. Et j'ai pu tout simplement prendre ce groupe de fichiers, les packager dans un fichier zip et envoyer ça à Lambda. Et c'est de cette manière que Lambda sait quel code exécuter. Donc si on récapitule, j'ai mon cœur Greengrass, j'ai ma fonction Lambda dont le rôle est d'appeler mon modèle de machine learning. Et maintenant, je vais déclarer des ressources. Donc j'ai une caméra sur mon Greengrass. Cette caméra, ma Lambda, ma fonction, doit être capable d'y accéder localement. Donc je vais définir ce device path, qui est le device path d'interface de ma caméra, pour que ma Lambda puisse accéder à cette caméra. Et là, je reprends donc ma Lambda, Greengrass Object Classification, pour affecter la caméra à la Lambda, de telle manière que ma fonction puisse accéder à la caméra. De la même manière, toujours sur la caméra, on a un espace mémoire partagé auquel ma Lambda, ma fonction, doit pouvoir accéder. Donc j'ai déclaré également cet espace pour que ma Lambda puisse y accéder. Et dernière chose, j'ai un modèle de machine learning qui doit être appelé par ma Lambda. Donc j'ai déclaré une ressource de type machine learning et j'ai affecté cette ressource à ma Lambda pour que cette Lambda ait le droit d'appeler mon modèle. Donc ce modèle, je l'ai tout simplement stocké dans S3, donc Amazon S3 qui est le stockage objet sur AWS. J'ai référencé le local path, donc c'est-à-dire où doit être copié ce modèle sur Greengrass, sur ma passerelle. Et j'ai associé le modèle à ma Lambda. Dernière chose, les prédictions doivent être remontées vers le cloud, vers IoT Core. Donc j'ai tout simplement créé un abonnement de mon Greengrass, de mon groupe Greengrass à l'IoT Core. Et Greengrass va publier, enfin ma Lambda va publier sur le topic Hello World toutes les prédictions, ce qui me permet de les récupérer dans le cloud directement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer tout simplement là-haut sur Action afin de déployer mon groupe Greengrass sur site. Donc mon groupe qui est constitué de mon core, de ma Lambda, de mes ressources, donc la caméra et le modèle de machine learning. Donc là, une fois que le déploiement a fonctionné, je vais pouvoir aller directement tester. Donc j'ai un menu de test là-bas qui me permet de tester directement si ce que j'ai fait marche ou pas. Donc je vais pouvoir m'abonner à un topic MQTT, donc le topic Hello World, dans lequel remontent les prédictions. Et donc ici, on va retrouver toutes les prédictions qui sont faites localement. On va les retrouver qui remontent sur IoT Core. Et je peux les retrouver directement ici. Donc j'ai fait plusieurs tests. Le but, c'est pas de regarder vraiment la performance du modèle ici, mais plutôt le fait qu'on peut développer un modèle de machine learning MXNet et le déployer localement. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on peut faire du machine learning localement. Donc ici, j'ai mis un marteau devant, il me l'a détecté. Donc c'est passé un peu vite. Ensuite, une bouteille, il a aussi détecté la bouteille et la prédiction est remontée. Et j'ai également, pour finir, mis un petit chien devant la caméra qui a été détecté aussi avec succès. Donc voilà pour cette démo de Greengrass. Donc maintenant que j'ai mes messages dans le cloud, je vais vouloir en faire quelque chose. Et quand on est dans IoT Core, une fois que les données ont été collectées, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des règles. C'est-à-dire sélectionner les topics qui m'intéressent et pouvoir directement créer des règles qui vont soit me permettre de stocker la donnée directement en base de données, RDS ou DynamoDB, la base de données NoSQL, ou alors de stocker ça sous forme de fichier dans S3,
ou alors de déclencher des actions, des fonctions directement dans le cloud. Donc je vais pouvoir construire mon application directement depuis ces règles IoT Core. Donc si vous voulez également plus d'informations là-dessus, je vous invite à venir me voir juste après la présentation. Donc voilà pour cette session et pour cette démonstration de Greengrass IoT. Si vous avez d'autres questions, je vais rester là un petit peu. Donc n'hésitez pas à venir me voir et me solliciter. Je vous remercie pour votre attention.